Paris, 7e partie. Il est aujourd'hui généralement admis que la télékinésie est un phénomène d'ordre récessif au plan de la génétique, mais à l'opposé d'un mal, comme l'hémophilie, qui ne se manifeste ouvertement que chez les mâles. Dans cette affection, appelée le mal des rois, le gène est récessif chez la femelle et, pour elle, inoffensif. Les descendants mâles, en revanche, sont hémophiles. Cette maladie ne se propage que si un mâle qui en est affligé épouse une femme porteuse du gène récessif. Qu'il naisse une fille de cette union, celle-ci sera porteuse du même gène. Il est bon de souligner que le gène d'hémophilie peut exister à l'état récessif chez le mâle possédant le même gène anormal. Il en résultera un cas d'hémophilie si le couple engendre un descendant mâle. Dans le cas des familles royales, où les mariages consanguins étaient fréquents, les chances qu'avait le gène de se reproduire étaient nombreuses, d'où le nom de mal des rois. L'hémophilie s'est également manifestée en abondance dans la région des Appalaches au cours du début de ce siècle, et elle est communément constatée dans les cultures où l'inceste et le mariage entre cousins germains sont répandus. Dans le cas de la télékinésie, le mâle semble être l'agent de transmission. Le gène TK peut être récessif chez la femelle, mais domine exclusivement chez la femelle. Il est probable que Ralph White portait ce gène. Margaret Brigham, par un hasard singulier, en était également affectée, mais nous pouvons soutenir qu'il était récessif, aucun élément d'information ne permettant de la croire douée de pouvoirs télécinétiques semblables à ceux de sa fille. Des recherches sont actuellement faites sur la vie de la grand-mère de Margaret Brigham, Sadie Cochran, car si la composante dominante récessive se manifeste dans la TK comme dans l'hémophilie, peut-être Madame Cochran était-elle TK dominante. Si les White avaient engendré un individu mâle, il aurait été lui aussi porteur du gène. Il est en ce cas probable que la mutation aurait pris fin avec ce descendant, car ni Ralph White ni Margaret Brigham n'auraient de nièce susceptible d'épouser leur rejeton. Et les chances de rencontre et de mariage avec une autre femme dotée du gène TK étaient négligeables. Aucune des équipes de chercheurs qui se sont attelées à la résolution du problème n'ont encore isolé le gène en question. À coup sûr, personne ne peut douter, à la suite de l'Holocauste du Maine, que l'une des tâches les plus urgentes de la recherche médicale, aujourd'hui, réside dans l'isolement de ce gène. Le gène de l'hémophilie, ou gène H, engendre une descendance mâle privée de coagulants. Le gène télécinétique, ou TK, engendre des porteuses de germes capables de semer la ruine et la destruction presque à volonté. Mercredi après-midi, Suzanne et 14 autres étudiants, le comité de décoration du bal de printemps au complet, travaillaient à la vaste fresque qui devait être suspendue entre les deux estrades d'orchestre le vendredi soir. Le sujet à traiter était le printemps à Venise. Qui choisissait ces thèmes à la noix? Après 4 ans d'études à Ewen et 2 bals de fin d'année, Sue ne l'avait toujours pas découvert. D'ailleurs, pourquoi diable fallait-il absolument fixer un thème aux réjouissances? Pourquoi? George Cheeseman, l'étudiant le plus artiste de l'école, avait fait un petit croquis à la craie, montrant des gondoles sur un canal au coucher du soleil et un gondolier coiffé d'un grand chapeau de paille appuyé contre la barre de son embarcation, sur un fond de rose et d'orange colorant le ciel et l'eau. C'était superbe, pas le moindre doute. George avait retracé les grandes lignes de son dessin sur une immense toile de 4 mètres sur 6, en numérotant les diverses parties à colorier à la craie. Et maintenant, les représentants du comité, patiemment, couvraient les surfaces des teintes indiquées,
tels des enfants à quatre pattes sur la page géante d'un immense album de coloriage. En tout cas, songeait Sue, contemplant ses mains et ses avant-bras saupoudrés de craie rose. Ce serait le bal de printemps le plus réussi qu'elle avait jamais connu. À côté d'elle, Hélène Shear, accroupie sur les talons, s'étira en cambrant les reins. Puis, elle rejeta une mèche de cheveux qui lui barrait le front du dos de la main, laissant une trace rosâtre sur sa peau. « Bon sang, comment est-ce que tu as réussi à me coller sur les bras une pareille corvée ? Mais vous voulez que la fête soit réussie, n'est-ce pas ?» dit Sue, singeant Miss Greer, la vieille fille présidente, généralement baptisée Miss Moustache, du comité de décoration. « D'accord, mais pourquoi pas le comité des boissons, par exemple, ou celui des jeux et attractions ? Moins d'huile de coude, plus de matière grise à dépenser. La matière grise, c'est mon rayon, quand je pense qu'en plus tu ne... » Elle s'interrompit en se mordant les lèvres. « Que je n'y vais pas ?» Suzanne haussa les épaules et reprit sa craie. Une crampe douloureuse lui paralysait les doigts. « C'est vrai, mais j'ai tout de même envie que ce soit réussi. » Timidement, elle ajouta : « Tommy y va, lui. » Elles travaillèrent un moment en silence, puis Hélène s'interrompit à nouveau. Il n'y avait personne à côté d'elle. La plus proche était Holly Marshall, à l'autre bout de la toile, en train de colorier la coque de la gondole. « Tu permets que je te pose la question, Sue ? » demanda enfin Hélène. « Après tout, on ne parle que de ça. » « Mais bien sûr. » Sue cessa de colorier la toile et plia les doigts. « Je devrais bien en parler à une personne, au moins, pour qu'elle connaisse la version exacte de l'histoire. J'ai demandé à Tommy de conduire Carrie au bal, oui. J'espère que ça l'aidera à sortir un peu de sa coquille, à renverser certaines barrières. Je crois que je lui dois bien ça. » « Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on devient ? » demanda Hélène, sans rancœur. Sue haussa les épaules. « Chacun doit bien avoir son opinion sur ce que nous avons fait, Hélène. Je n'ai pas l'intention de jeter la pierre à personne, mais je ne veux pas non plus qu'on se figure que que tu joues les martyrs ? Quelque chose dans ce genre. Et Tommy a marché dans le coup ? » C'était cet aspect du problème qui la fascinait le plus. « Oui, » répondit Sue. Puis, sans autre explication, elle enchaîna. « Je suppose que les autres s'imaginent que je cherche à me singulariser. » Hélène réfléchit un instant. « Eh bien, on en parle aussi, mais dans l'ensemble, tu gardes la cote. Comme tu dis, chacun prend ses décisions. Il y a tout de même un clan qui fait de l'opposition. » Elle eut un petit rire affligé. « La bande de Chris Argensen ? Et celle de Billy Nolan. Bon Dieu, quelle calamité, ce type. » « Elle ne m'aime pas beaucoup, » dit Sue, sur le mode interrogatif. « Suzy, elle ne peut pas te blairer, oui. » Suzanne hocha la tête, surprise de découvrir que cette idée la consternait et l'émoustillait à la fois. « Il paraît que son père avait décidé d'intenter un procès au bahut et qu'il a changé d'avis, » dit-elle. Hélène eut un haussement d'épaules. « Ça ne lui a pas valu beaucoup d'amis, cette histoire, » dit-elle. « Entre nous, je ne comprends pas ce qui nous a pris. Ça me donne l'impression que mes propres réactions m'échappent quelquefois. » Elles se remirent à travailler en silence. À l'autre bout de la pièce, Don Barrett ajustait une échelle à rallonge pour aller embobiner les poutrelles d'acier de papier doré. « Regarde, » dit Hélène, « voilà Chris qui rapplique. » Suzanne releva la tête juste à temps pour l'apercevoir, qui entrait dans le minuscule bureau à gauche de l'entrée du gymnase. Elle portait un pantalon moulant de velours grenat et une blouse de soie blanche, sans soutien-gorge, à en juger par les oscillations de ses nichons sous le tissu. Le rêve d'un vieux satyre, songea Sue,
avec aigreur. Puis, elle se demanda ce qui pouvait bien intéresser Chris dans ce local où le comité d'organisation du bal avait élu domicile. Il est vrai que Tina Blake appartenait à ce comité et que les deux filles étaient comme les doigts de la main. « Arrête ça !» se réprimanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux ? La voir vêtue d'un sac de bure avec des cendres sur la tête ?»« Oui, » reconnut-elle, « c'est exactement ce que souhaite une partie de moi-même. » « Hélène ? Ils ont l'intention de faire quelque chose ? » Le visage d'Hélène se ferma. « Je ne sais pas. » Sa voix était trop détachée, trop innocente. « Oh, fit Sue, sans se compromettre. Tu sais quelque chose. Prends position, bon Dieu, même si ça n'engage que toi, parle. » Elles se remirent à colorier le décor et se replongèrent dans le silence. Sue savait pertinemment que tout n'allait pas aussi bien que le prétendait Hélène. C'était impossible. Elle ne serait plus jamais la même aux yeux de ses camarades. Elle avait pris une initiative dangereuse, incalculable. Elle avait mis bas le masque et montré son vrai visage. La chaude lumière du soleil de fin d'après-midi, huileuse et douce comme l'enfance, pénétrait obliquement par les hauts vitrages illuminés du gymnase. Je crois pouvoir comprendre, dans une certaine mesure, la tournure prise par les événements au cours de cette soirée. Si choquant qu'ait pu être son rôle, je conçois par exemple l'attitude de Billy Nolan. Chris Argensen le menait par le bout du nez, du moins presque en toutes circonstances. Ses amis suivaient avec une égale docilité leur meneur Billy. Kenny Garson, qui avait interrompu ses études à 18 ans, lisait encore avec difficulté. Steve Degam, au sens clinique, ne dépassait guère le niveau du débile mental. Certains autres avaient déjà eu affaire à la police. Jackie Talbot, par exemple, avait été renvoyé à l'âge de 9 ans pour vol d'enjoliveur de roues. En les observant, d'un point de vue sociologique, on aurait même pu considérer ces individus comme des victimes de l'ordre social. Mais que dire de Chris Argensen ? Il me semble que du début à la fin, elle n'a eu pour unique objectif que la destruction complète, totale, de Carrie White. « Je ne devrais pas », protesta Tina Blake, gênée. C'était une jolie fille, menue, avec une boule frisée de cheveux flamboyants. Un long crayon y était planté. « Et si Norma revient, elle va tout raconter. »« Elle est aux chiottes, » riposta Chris. « Allez, laisse-moi voir. » Tina, un peu choquée, eut un bref gloussement de rire. Puis, elle fit encore, pour la forme, mine de résister. « Pourquoi tu veux savoir ? De toute façon, tu ne peux pas venir. »« T'occupe, » dit Chris. Comme toujours, elle semblait pétrie d'un humour malfaisant. « Tiens, » dit Tina, et elle poussa un feuillet gainé de plastique souple sur le bureau. « Je vais boire un coca. Si cette garce de Norma Watson rapplique et te surprend, moi, je t'ai pas vu. »« D'accord, » murmura Christine, déjà plongée dans l'examen du plan. Elle n'entendit pas la porte se refermer. George Cheeseman avait également établi les plans d'ensemble pour ne rien laisser au hasard. La piste de danse était tracée avec précision. Les orchestres jumelés, le podium où le roi et la reine seraient couronnés. Tiens, j'aimerais bien aussi la couronner, cette salope, cette petite connasse de Carrie, à la fin de la soirée. Sur 3 côtés de la salle étaient alignées les tables réservées aux participants. Des tables à jeux en vérité, mais recouvertes de papier crêpe et de rubans, avec sur chacune le programme de la soirée, des cocardes et des bulletins de vote pour l'élection du roi et de la reine. Elle passa un ongle laqué et taillé en pointe le long du plan
en suivant la piste de danse d'abord vers la droite, ensuite vers la gauche. Là, Tommy Ross et Carrie White. Ils allaient vraiment s'afficher ensemble comme prévu. C'était à peine croyable. Elle en tremblait de fureur. S'imaginait-il qu'il pouvait s'en tirer comme ça? Elle pinça les lèvres. Un coup d'œil par-dessus son épaule. Norma Watson ne se manifestait toujours pas. Chris reposa le plan de la salle et feuilleta rapidement le reste des papiers étalés sur le vieux bureau, éraillés et gravés d'initiales. Des factures pour les rouleaux de papier, les rubans adhésifs, punaises, clous destinés à la décoration, une liste des parents qui avaient prêté des tables à jeu, diverses factures de fourniture, une note de l'imprimerie qui avait fabriqué les billets d'invitation, un spécimen de bulletin de vote. Bulletin de vote! Elle l'arracha d'un geste vif. Nul n'était censé voir le bulletin d'élection du roi et de la reine avant vendredi, quand les candidatures seraient annoncées à tout l'ensemble des élèves par le haut-parleur du collège. Le roi et la reine seraient élus par ceux qui assistaient à la soirée, mais des bulletins en blanc avaient déjà circulé dans les études depuis près d'un mois. Les résultats devaient être en principe gardés ultra secrets. Une tendance s'affirmait d'année en année parmi les étudiants pour la suppression définitive de ce rite électoral. Certaines filles le jugeaient sexiste, un bon nombre de garçons l'estimaient purement et simplement stupide et hors de propos. Selon toute probabilité, c'était la dernière année que le bal de printemps revêtirait son aspect traditionnel. Mais pour Chris, c'était la seule année où il présentait de l'importance. Elle considéra le bulletin avec une sorte de sombre avidité. George et Frida, pas question. Frida Jason était juive. Peter et Mira, impossibilité également. Mira appartenait à cette clique hyper féministe vouée à la neutralisation totale des mâles. Elle ne servirait à rien, même si elle était élue. D'ailleurs, elle était aussi moche que le cul de cette grosse jument d'Ethel. Frank et Jessica, peut-être. Frank Griers s'était distingué en équipe première de football cette année, mais Jessica n'était qu'un repoussoir avec plus de boutons sur la figure que de replis dans la cervelle. Don et Hélène, jamais. Hélène Shear ne pourrait même pas être élue reine des balayeuses. Et le dernier couple, Tommy et Sue. Seulement Sue avait été rayée, bien entendu, et le nom de Carrie écrit à la place du sien. C'était le couple qui avait le plus de chance. Un petit rire bizarre lui monta du fond de la gorge et elle plaqua une main sur sa bouche pour l'étouffer. Tina revint précipitamment. « Mince alors, Chris, tu es encore là? Elle arrive. »« T'affole pas, bébé, » dit Chris, et elle reposa les papiers sur le bureau. Comme elle sortait de la salle, son sourire torve aux lèvres, elle s'arrêta un instant pour saluer ironiquement de la main Sue Snell, qui se crevait le cul, cette conne, à colorier cette fresque idiote. Dans le hall d'entrée, elle sortit une pièce de son sac, la glissa dans le taxiphone et forma le numéro de Billy Nolan. L'on peut se demander quelle est au juste la part de l'élaboration dans la ruine de Carrie White. Était-ce une machination minutieusement concertée, une opération orchestrée, répétée, ou bien le résultat d'une relative improvisation? Je penche pour cette dernière explication. Sans doute, Christine Argensen a-t-elle été le cerveau de l'affaire, mais elle n'avait que les idées les plus confuses sur la méthode à employer pour couler une fille comme Carrie White. En vérité, je crois plutôt que c'est elle qui a suggéré à William Nolan et à ses amis leur expédition à la ferme d'Irwin Henty, dans le nord du comté. Un être doué d'un sens totalement perverti de la justice
pouvait être séduit par les perspectives du résultat de cette expédition, j'en suis persuadée. La voiture fonçait en rugissant le long de la route défoncée, 100 à l'heure, en pleine campagne, sur un sol creusé d'ornières, était une allure suicidaire. De temps à autre, une branche basse, festonnée de jeunes feuilles printanières, raclait le toit de la Biscayne 61 aux ailes cabossées, rongées de rouille, équipées d'un double pot d'échappement. L'un des phares ne fonctionnait plus et à chaque secousse un peu brutale, l'autre manquait de s'éteindre dans la nuit sombre. Billy Nolan tenait le volant, un volant recouvert d'une gaine de fourrure acrylique rose. Jackie Talbot, Henry Blake, Steve Degan et les frères Garson, Kenny et Lou, s'écrasaient à l'intérieur. 3 joints circulaient de main en main. Leur bout rougeoyant dansait dans l'obscurité comme un ballet de lucioles. « T'es sûr que N.T. n'est pas dans le coin ?» demanda Henry. « Ça me dit rien de me retrouver en tôle. On y bouffe trop mal. » Kenny Garson, imbibé jusqu'à la gauche, trouva la réflexion désopilante et partit d'un fou rire aigu. « L'est pas là, non, » dit Billy. Il semblait que cette phrase, si courte fût-elle, lui parut trop longue à prononcer. Enterrement. Chris avait su la chose par hasard. Le vieux N.T. possédait l'une des fermes indépendantes les plus prospères de la région de Chamberlain. Contrairement aux paysans noueux au cœur d'or, si répandus dans la littérature pastorale, le vieux N.T. était méchant comme la gale. Il ne chargeait pas ses cartouches avec du gros sel, à l'époque des pommes vertes, mais avec de la grenaille à petits oiseaux. Il avait également fait des procès à plusieurs pauvres diables pour chapardage. L'un d'eux était le copain des garçons, un gars malchanceux nommé Freddy Overlock. Freddy avait été pris sur le fait dans le poulailler du vieux N.T. et avait reçu une double dose de 8 dans les parties charnues. Sur quoi le pauvre Fred avait passé 4 heures très éprouvantes à plat ventre dans la salle d'urgence pendant qu'un interne jovial lui extirpait des fesses les petits plombs qu'il transférait ensuite dans un bassin. Pour ajouter la honte à la blessure, il avait été condamné à $200 d'amende pour violation de domicile et maraudage. Non, Irwin N.T. et la bande des voyous de Chamberlain n'éprouvaient aucune tendresse réciproque. Et Red, s'enquit Steve. Il essaie de se farcir une nouvelle serveuse au cavalier, répondit Billy en donnant un coup de volant et en lançant leur guimbarde sur le chemin de terre défoncé de la ferme N.T. Red Trelawney était l'homme à tout faire du vieux N.T. Il buvait sec et pratiquait le canardage à la grenaille avec autant de facilité que son patron. « Il rentrera pas avant la fermeture. » « Rien que pour faire une blague, on prend des sacrés risques, » grommela Jackie Talbot. Billy se cabra. « Tu veux laisser tomber ?»« Non, non, » dit Jackie avec empressement. Billy avait apporté 25 grammes de chien-dent à répartir entre les 5 garçons, et d'ailleurs, il se trouvait à 14 kilomètres de la ville. « C'est vraiment une bonne blague, Billy. » Kenny ouvrit le coffre à gants, en sortit une barrette de métal doré appartenant à Chris et y fixa l'extrémité d'un des joints. Ce geste parut l'enchanter et il se remit à glousser de joie. Ils étaient parvenus à la hauteur des pancartes, propriété privée, défense d'entrée, et de part et d'autre du chemin couraient des barbelés le long des champs fraîchement retournés. L'odeur douce et humide de la terre flottait dans l'air tiède du mois de mai. Billy éteignit les lumières comme ils atteignaient le sommet de la dernière montée, passa au point mort et coupa le contact. La masse de métal roula sans bruit, emportée par son propre poids, vers l'allée d'accès à la ferme. Billy prit le virage sans difficulté et, sur une bosse peu marquée,
la voiture perdit ce qui lui restait d'élan en passant à hauteur de la maison plongée dans l'obscurité. Au fond de la cour se profilait la masse de la grange et au-delà, le clair de lune baignait d'une lumière pâle la mare réservée aux vaches et le champ de pommiers. Dans la porcherie, 2 truies écrasaient leurs groins aplatis entre les barreaux. Une vache à l'étable émit un meuglement étouffé comme dans un rêve. Billy serra le frein, inutilement. La voiture était déjà pratiquement arrêtée, mais le geste soulignait la fin d'un épisode de leur opération de commando. Lou Garson tendit la main devant Kenny et sortit un objet du coffre à gants. Billy et Henry allèrent ouvrir la malle arrière. « Il va chier dans son froc, le salaud, quand il reviendra et qu'il verra le tableau, » dit Steve avec une joie contenue. « Pour Freddy, » déclara Henry en sortant la masse du coffre. Billy ne dit rien, mais bien entendu, ce n'était pas pour Freddy Overlock qui n'était qu'un connard. C'était pour Chris Argensen, comme tout était pour Chris, et l'avait été depuis le jour où elle était descendue de l'Olympe inaccessible de son collège pour daigner poser un regard sur lui. Il aurait commis un meurtre pour elle, et même plus. Henry balança d'une main experte la lourde masse dont la tête massive émit un bref sifflement dans le silence nocturne, et les autres garçons se rassemblèrent tandis que Billy ouvrait le couvercle de la glacière et en sortait les 2 seaux de tôle galvanisée. Ils étaient glacés au toucher et couverts d'une mince couche givrée. « Bon, allons-y, » dit-il. Ils se dirigèrent rapidement tous les 6 vers la porcherie, le souffle un peu précipité dans leur excitation. Les 2 truies étaient aussi apprivoisées que des chatons et le vieux mâle dormait, allongé sur le flanc, du côté opposé. Henry fit encore un moulinet avec la masse, mais cette fois sans conviction. Puis il la tendit à Billy. « Moi je peux pas, » dit-il d'une voix faible. « À toi. » Billy prit l'instrument, questionna du regard Lou qui tenait le long couteau de boucher qu'il avait pris dans le coffre à gants. « T'en fais pas, » dit-il, et, du gras du pouce, il effleura la lame de couteau. « À la gorge, hein, » lui rappela Billy. « Je sais. » Kenny, chantonnant, le sourire aux lèvres, vida les restes d'un paquet de chips devant les bêtes. « Vous frappez pas, les bestioles, vous frappez pas. Le grand Bill, il va vous défoncer la coloquinte d'un seul coup et vous aurez plus rien à craindre de la bombe H. » Il les gratta sur le sommet du crâne et les truies émirent de vagues grognements, tout en mâchonnant avec satisfaction. « C'est parti, » remarqua Billy, et la masse s'abattit. Il y eut un son qui lui rappela l'éclatement de la citrouille qu'ils avaient laissé tomber, Henry et lui, de la passerelle du Claridge Road sur la nationale 495 à l'ouest de la ville. L'une des truies s'effondra, tuée net, avec la langue saillante, les yeux encore ouverts, des débris de chips collés au groin. « Elle a même pas eu le temps de rôter, » dit Kenny avec un ricanement. « Grouille-toi, » dit Billy. Le frère de Kenny se faufila entre les barreaux, souleva la tête de la truie vers la lumière de la lune et plongea son couteau dans le cou de la bête. Le sang se mit à jaillir brusquement. Plusieurs des garçons, éclaboussés, sautèrent en arrière avec des exclamations de dégoût. Billy se pencha et disposa l'un des seaux sous le jet le plus dru de liquide sombre. Le seau se remplit rapidement et il le mit de côté. Le second était à demi rempli lorsque la source de sang se tarit. « À l'autre, » dit-il. « Bon sang, Billy, » geignit Jackie. « Ça suffit pas comme... » « À l'autre, » répéta Billy. «
Petit, susurra Kenny en agitant le sac vide de chips. Au bout d'un moment, la deuxième truie revint vers les barreaux de la grille. La masse décrivit un arc de cercle. Une fois le second seau rempli, ils laissèrent couler le reste du sang dans le sol de terre battu. Une odeur âcre, cuivrée, flottait dans l'air. Billy constata qu'il avait les avant-bras couverts de sang. Comme il transportait les seaux pleins vers la voiture, une association d'idées s'ébaucha dans son esprit. Du sang de cochon. Ça s'imposait. Chris avait raison. C'était impeccable. Ça mettait d'aplomb toute la combine. Du sang de cochon pour une cochonne. Il casa les 2 seaux pleins dans la glace pilée, les recouvrit et referma le couvercle de la glacière. « Allez, on se taille », annonça-t-il. Billy se mit au volant et desserra le frein. Les 5 garçons se groupèrent à l'arrière, s'arc-boutèrent et, sous leurs efforts de pousser, la voiture décrivit un cercle silencieux, gravit la déclivité derrière la grange au-delà de la ferme. Quand la voiture commença à rouler d'elle-même, ils sautèrent à la course l'un après l'autre à l'intérieur, haletant et soufflant. Le véhicule prit suffisamment de vitesse pour amorcer un dérapage, tandis que Billy lui faisait quitter l'allée d'accès pour tourner dans le chemin de terre. Au bas de la pente, il mit le contact, passa la 3e et embraya. Le moteur eut un hoquet et se mit à ronfler. Du sang de cochon pour une cochonne. Oui, on ne pouvait pas trouver mieux, vraiment pas. Il eut un large sourire et Lou Garson éprouva un sursaut de crainte mêlé d'étonnement. Il ne se souvenait pas avoir jamais vu sourire Billy Nolan. « À quel enterrement il est allé, Auntie ?» demanda Steve. « Celui de sa mère, » répondit Billy. « Sa mère ?» s'exclama Jackie Talbot, sidéré. « Nom de Dieu, mais elle devait être centenaire. » Le rire nasillard et suraigu de Kenny s'égrena dans la nuit odorante, annonciatrice de l'été.